Le visage de mon mari est devenu cireux lorsqu'il est entré dans la salle du gala de l'hôpital et a vu mon nom sur le mur du bâtiment. 6 mois plus tôt, il avait installé sa maîtresse de 27 ans dans notre maison alors que j'entamais ma 3e chimiothérapie. Convaincu que je ne survivrais pas pour voir un autre Noël. Jamais il ne se serait attendu à me retrouver non seulement vivante, mais rayonnante. Regardant les mêmes médecins qui m'avaient sauvé inaugurer le nouveau centre de recherche en oncologie portant mon nom. Le voyage de la trahison au triomphe ne fut pas ce que j'avais imaginé. Mais il a révélé une force que je ne me savais pas posséder. Les feuilles d'automne créaient un kaléidoscope de couleurs sur notre propriété de 2 hectares alors que je me tenais à la fenêtre de la cuisine, regardant le paysagiste préparer nos jardins pour l'hiver. Le domaine avait fait la une de 3 magazines de décoration. Un chef-d'œuvre d'architecture contemporaine, selon AD France. De l'extérieur, tout dans ma vie semblait parfait. Une vitrine de réussite, de goût et de succès. À 42 ans, j'avais construit ce que beaucoup considéreraient comme une vie enviable. J'étais Éléonore Mercier, la fondatrice et PDG d'Aurabien. Une application de bien-être florissante comptant plus de 3 millions d'utilisateurs actifs. Mon mari, Damien, était devenu l'un des neurochirurgiens les plus recherchés de Paris, officiant à la Pitié-Salpêtrière. Nos 15 ans de mariage étaient considérés comme un modèle par notre cercle social, 2 professionnels ambitieux qui avaient réussi à bâtir des carrières extraordinaires tout en maintenant ce qui semblait être une relation à toute épreuve. La vaste maison d'architecte dans les Yvelines avait été notre projet commun. Transformée d'une propriété négligée en une demeure d'exception qui reflétait nos 2 esthétiques. Sa préférence pour les lignes épurées et le design minimaliste était équilibrée par mon amour des textures organiques et des espaces chaleureux et accueillants. Nous avions passé d'innombrables week-ends à choisir chaque finition, à débattre des mérites de divers choix architecturaux et à célébrer chaque phase achevée avec des pique-niques au champagne sur le sol des pièces fraîchement rénovées. C'était notre sanctuaire. Un témoignage de la vie que nous avions méticuleusement construite ensemble. Je me suis détournée de la fenêtre et j'ai grimacé légèrement, pressant ma main contre mon côté où une douleur persistante me dérangeait depuis des semaines. Je l'avais ignorée, attribuant l'inconfort à trop d'heures penchées sur mon ordinateur portable lors du lancement de la dernière mise à jour de notre application. C'était une douleur sourde et lancinante, du genre qu'il est facile de reléguer au second plan lorsque les échéances approchent et que les investisseurs doivent être apaisés. Damien avait remarqué mes grimaces occasionnelles. Il m'avait suggéré de faire un contrôle. Mais avec des réunions d'investisseurs consécutives et une conférence à venir à Station F. Je l'avais mis au bas de ma liste de priorités. J'étais une solutionneuse de problèmes. Mon corps n'était qu'un autre système à gérer. Et j'avais décidé que c'était un pépin de faible priorité. Tu te tiens le côté depuis 5 minutes ? Observa Damien en entrant dans la cuisine. Sa voix portant ce ton doux mais autoritaire qu'il avait perfectionné au fil des années à annoncer de bonnes et de mauvaises nouvelles aux patients. Il posa sa tasse de café sur le comptoir en quartz et s'approcha de moi. Le front plissé d'une préoccupation professionnelle. Il plaça sa main chaude sur la mienne, ses doigts sondant expertement la zone. Ce n'est pas normal. Éléonore. Tu dois faire un contrôle. Je balayai son inquiétude d'un geste dédaigneux. Une réponse automatique affinée par des années à surmonter les obstacles. C'est juste le stress. Damien. La tension. Après la conférence la semaine prochaine, je réserverai un massage. Promis. L'expression de Damien se transforma en ce que j'appelais en privé son visage de médecin, le regard légèrement détaché et analytique qu'il adoptait en passant du mari au professionnel de la santé. Promets-moi de me laisser te prendre rendez-vous avec Hélène. Elle peut te voir demain matin avant ta première réunion. Le docteur Hélène Tran était notre amie de longue date et mon médecin traitant. Le fait que Damien suggère un rendez-vous immédiat, plutôt que d'attendre après ma conférence, déclencha une petite vague d'inquiétude sous mon calme habituel.
Il n'était pas seulement un mari attentionné. Il était un médecin inquiet. Et ses instincts se trompaient rarement. D'accord. Concédai-je. Surtout pour l'apaiser. Mais juste pour prouver que ce n'est rien. Damien hocha la tête, sortant déjà son téléphone. J'en suis sûre. Mais mieux vaut écarter toutes les possibilités. Le lendemain matin, assise dans le cabinet doucement éclairé d'Hélène, je maintenais ma posture de dirigeante occupée, répondant à ses questions tout en consultant mes emails sur mon téléphone. J'étais en multitâche, optimisant mon temps, même en blouse de papier. Lorsqu'elle appuya sur le point sensible de mon côté droit, la douleur aiguë et mordante me prit par surprise, me faisant inspirer brusquement. C'était une douleur différente de la douleur sourde à laquelle je m'étais habituée. C'était une sonnette d'alarme. L'expression d'Hélène resta neutre. Mais je reconnus la légère crispation autour de ses yeux, le même regard que Damien avait lorsque quelque chose ne correspondait pas à ses attentes. J'aimerais faire quelques examens, dit-elle. Son ton délibérément décontracté d'une manière qui déclencha immédiatement mes alarmes internes. Juste pour être minutieuse. Quel genre d'examen ? Demandai-je, posant enfin mon téléphone. Mon attention pleinement captée. Une prise de sang aujourd'hui. Et j'aimerais programmer une échographie et un scanner. Elle maintint le contact visuel. Son regard stable et professionnel. Ça pourrait être plusieurs choses. La plupart bénignes. Mais je veux une image complète. Je hochai la tête. Mon esprit réorganisant déjà mon emploi du temps. Calculant le temps nécessaire pour accommoder ces rendez-vous imprévus. Quand est-ce que vous voulez les faire ? Aujourd'hui. Si possible. J'ai déjà appelé le centre d'imagerie. L'urgence dans sa réponse traversa mon efficacité de dirigeante. Pour la première fois, je sentis une vague de peur authentique sous mon contrôle soigneusement entretenu. Mon monde soigneusement structuré, géré par des calendriers et des plans stratégiques, me parut soudainement fragile. Vous pensez que c'est sérieux ? Ce n'était pas une question. Mais Hélène y répondit quand même. Je pense que ça justifie une investigation immédiate. Obtenons les données avant de tirer des conclusions. Données. Conclusion. Le langage de l'analyse et de la résolution de problèmes. C'était un terrain familier. Un cadre mental qui me permettait de compartimenter le malaise grandissant. Je hochai la tête vivement et pris mon téléphone. Je vais demander à Marissa de reprogrammer ma matinée. Les jours suivants passèrent dans un flou de rendez-vous médicaux et de procédures. Damien m'accompagna à chacun d'eux, utilisant son statut professionnel pour accélérer les résultats et consulter directement les spécialistes. Sa présence était à la fois réconfortante et préoccupante. Chaque fois qu'il s'éloignait pour parler en privé avec un collègue d'une voix basse et clinique, mon anxiété montait en flèche. Bien qu'extérieurement je maintinsse la façade composée qui m'avait servi à travers d'innombrables crises professionnelles. Il était mon roc. Mais ses connaissances médicales signifiaient aussi qu'il comprenait la gravité potentielle de la situation d'une manière que je ne pouvais pas. Et je pouvais voir le poids de cette connaissance dans les rides qui se formaient autour de ses yeux. Une semaine après mon premier rendez-vous, nous étions assis ensemble dans une salle de consultation de l'hôpital américain de Paris. Le professeur Alain Bernard, chef du service d'oncologie, était assis en face de nous. Plusieurs scanners affichés sur le grand écran derrière lui. Damien me tenait la main. Sa poigne plus serrée que nécessaire. Il lisait déjà les images. Ses yeux entraînés comprenant la terminologie médicale que le professeur Bernard traduisait maintenant soigneusement pour moi. La masse sur votre foie mesure environ 7 cm. Expliqua le professeur Bernard. Sa voix douce mais directe. La biopsie confirme qu'il s'agit d'un carcinome hépatocellulaire. Un cancer primitif du foie.
J'écoutais avec un étrange détachement. Comme s'il décrivait l'état de quelqu'un d'autre. Le mot « cancer » semblait flotter dans l'air entre nous. Un objet lourd et invisible déformant tout ce qui l'entourait. C'était un concept abstrait. Quelque chose qui arrivait dans les séries médicales ou dans les familles des autres. Ça n'avait pas sa place ici. Dans ma vie parfaitement orchestrée. L'aspect préoccupant, continua le professeur Bernard, pointant de plus petites taches sombres sur le scanner, c'est que nous voyons également plusieurs lésions plus petites, indiquant qu'il a commencé à se propager. Quel est le plan de traitement ? Demandai-je. Mon esprit d'entreprise passant automatiquement aux prochaines étapes et au plan d'action. Un problème avait été identifié. Maintenant, nous avions besoin d'une stratégie. Le professeur Bernard parut légèrement surpris par ma franchise mais se reprit rapidement. Étant donné la taille de la tumeur primitive et la présence de lésions satellites, la chirurgie n'est pas la première option. Nous voulons commencer par une chimiothérapie ciblée pour réduire la masse tumorale. Puis réévaluer les options chirurgicales. Le calendrier ? Insistai-je. Calculant mentalement les délais des projets et les obligations de l'entreprise. Comment cela s'intégrerait-il dans les projections du 4e trimestre ? La main de Damien se resserra sur la mienne. Éléonore ? Dit-il doucement. Une note d'avertissement dans sa voix. Le professeur Bernard se pencha légèrement en avant. Madame Mercier ? Je veux être très clair à ce sujet. Nous devons commencer le traitement immédiatement. C'est une forme agressive de cancer. Et à ce stade, nous nous attendons à un parcours difficile. Votre priorité immédiate doit être votre santé. La gravité de son ton pénétra enfin mon armure professionnelle. J'avalai difficilement. Sentant le monde contrôlé que j'avais construit commencer à trembler sur ses fondations. Les murs soigneusement construits de ma vie n'étaient plus impénétrables. Quelles sont les statistiques de survie ? Demandai-je. Ma voix plus stable que je ne me sentais. Damien intervint avant que le médecin ne puisse répondre. Les statistiques ne s'appliquent pas aux individus. Éléonore. Chaque cas est unique. C'était l'évasion prudente de quelqu'un qui savait que les chiffres n'étaient pas favorables. Je fixai mon regard sur le professeur Bernard. Je gère des données pour vivre ? Docteur. J'ai besoin de comprendre à quoi nous sommes confrontés. Le professeur Bernard hocha la tête, respectant mon approche. Avec un carcinome hépatocellulaire de stade 3 qui a commencé à se propager, les taux de survie à 5 ans sont d'environ 30%. Il leva une main pour prévenir ma réponse. Cependant, ces chiffres reflètent tous les patients, y compris ceux qui retardent le traitement ou ont d'autres facteurs de complications. Vous êtes par ailleurs en bonne santé ? Plus jeune que beaucoup de patients avec ce diagnostic ? Et nous avons accès à plusieurs essais cliniques montrant des résultats prometteurs pour votre profil de cancer spécifique. 30%. Le nombre résonnait dans mon esprit. Une probabilité statistique qui définissait soudainement mon existence. En affaires, je ne poursuivrai jamais un projet avec seulement 30% de chances de succès. Pourtant, j'étais là. Confronté à des probabilités que je ne pouvais tout simplement pas refuser d'accepter. Damien parlait maintenant. Sa voix un bourdonnement lointain alors qu'il posait des questions détaillées sur les protocoles de traitement. Les essais cliniques potentiels. La gestion des effets secondaires. Je me retrouvais à étudier son profil alors qu'il discutait avec le professeur Bernard la détermination de sa mâchoire. L'intensité concentrée de ses yeux. C'était Damien dans son élément. Un esprit brillant confronté à un problème médical complexe. Serait-ce l'expression que je verrais tout au long de ma maladie ? Cette concentration professionnelle ? Résolutive ? Ou y aurait-il des moments où mon mari émergerait de derrière le médecin ?
montrant la vulnérabilité et la peur qui devaient exister sous sa compréhension clinique. Alors que nous quittions la salle de consultation, le bras de Damien autour de mes épaules semblait à la fois protecteur et quelque peu performatif. Comme s'il s'installait déjà dans un rôle qu'il avait observé d'innombrables fois, le conjoint solidaire d'un patient atteint de cancer. Je me demandais fugitivement si j'étais injuste, projetant mon propre choc et ma peur sur sa véritable préoccupation. « On va s'en sortir ?» dit-il alors que nous marchions vers la voiture. Le soleil d'automne créant une toile de fond discordante à l'obscurité de notre nouvelle réalité. Je vais contacter des collègues spécialisés en oncologie hépatique, obtenir des avis supplémentaires sur la meilleure approche de traitement. Je hochai la tête, encore en train de digérer. Je dois parler au conseil d'administration, organiser une direction par intérim pour l'entreprise. Damien me serra l'épaule. Prenons cette soirée pour digérer avant de prendre des décisions. Le professeur Bernard a dit que nous avions un peu de temps pour élaborer la stratégie de traitement optimale. Je m'arrêtai de marcher et me tournai pour lui faire face. Mais pas beaucoup de temps. Tu l'as entendu. C'est agressif. Nous devons agir vite. Quelque chose vacilla sur le visage de Damien, un éclair de ce qui aurait pu être de la peur ou du chagrin, rapidement masqué par une résolution professionnelle. Nous le ferons, promit-il. Mais une bonne planification nous donnera les meilleures chances de succès. Alors que nous rentrions à travers la campagne pittoresque des Yvelines, je regardais le paysage familier, maintenant transformé par mon diagnostic. Les mêmes arbres qui semblaient si magnifiquement vibrants ce matin paraissaient maintenant être dans un état de déclin élégant. Leur couleur brillante, la dernière flambée de vie avant la dormance de l'hiver. Serait-ce mon dernier automne ? La question se forma et se dissipa dans mon esprit. Un murmure glaçant que j'essayais d'ignorer. Damien conduisait en silence, une main se posant de temps en temps sur la mienne pour la serrer. Chaque contact semblait être un message qu'aucun de nous ne savait encore comment articuler. À la maison, je me tenais de nouveau à la fenêtre de la cuisine, regardant notre propriété manucurée. Le paysagiste avait terminé son travail. Le terrain maintenant parfaitement préparé pour l'hiver à venir. Tout à sa place. Organisé et contrôlé. Exactement comme j'avais toujours géré ma vie. Mais à l'intérieur de moi, des cellules se multipliaient en rébellion chaotique, défiant l'existence ordonnée que j'avais construite par la discipline et la détermination. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je faisais face à un défi qui ne pouvait être surmonté par la simple volonté. La planification stratégique ou le travail acharné. Alors que le coucher de soleil peignait notre maison parfaite de teintes d'or et d'ambre, je sentis les bras de Damien m'encercler par derrière, son menton reposant sur mon épaule. « Nous avons des options ?» murmura-t-il. « Des traitements avancés ? Des spécialistes ? Des essais cliniques. Si quelqu'un peut vaincre ça, c'est bien toi, Éléonore. » Je me penchai contre lui, essayant de puiser de la force dans sa présence solide, tout en me demandant si sa confiance était authentique ou une fiction nécessaire que nous devrions tous les deux maintenir. 30%, chuchotai-je. Le nombre un fantôme dans la cuisine chaleureuse. Ses bras se resserrèrent autour de moi. Les chiffres, c'est pour les autres. Pas pour toi. À cet instant, je choisis de le croire, m'accrochant à la conviction de sa voix comme à une bouée de sauvetage. Nous restâmes là, ensemble, regardant l'obscurité s'emparer progressivement de notre monde parfait, aucun de nous ne comprenant encore à quel point tout allait changer. Ni comment le véritable test de notre mariage ne viendrait pas des cellules cancéreuses se multipliant dans mon corps, mais de choix que nous ne pouvions encore imaginer faire. La vie parfaite que nous avions façonnée ensemble était sur le point de se révéler pour ce qu'elle était vraiment, une belle illusion.
construite sur des suppositions qui ne survivraient pas au creuset de la maladie grave. Mais là, dans notre cuisine de magazine, enlacée dans les bras de mon mari, je ne pouvais pas encore voir que la destruction de cette illusion ne mènerait finalement pas à une fin, mais à un nouveau commencement inattendu, bien plus authentique et significatif que l'existence parfaite qui nous glissait maintenant entre les doigts comme les feuilles d'automne tourbillonnant sur notre pelouse impeccable. Le choc initial de mon diagnostic se cristallisa en action avec une rapidité remarquable. En une semaine, mon plan de traitement fut établi, un régime de chimiothérapie agressif utilisant une combinaison de médicaments que le professeur Bernard décrivit comme « l'étalon or » pour le carcinome hépatocellulaire, complété par une participation à un essai clinique prometteur à l'Institut Gustave Roussy, juste à l'extérieur de Paris. J'abordais le cancer avec la même efficacité méthodique que j'avais appliquée à la création de mon entreprise. Mon assistante de direction, Marissa, une femme d'une compétence presque surnaturelle, vida mon agenda et organisa un dossier numérique contenant tout, des horaires de traitement aux directives nutritionnelles. Mon directeur des opérations, James Shen, un homme en qui j'avais une confiance implicite, assuma sans heurts un rôle de direction par intérim, maintenant des visioconférences quotidiennes avec moi lorsque mon énergie le permettait. Le conseil d'administration exprima un soutien unanime, approuvant un congé maladie à durée indéterminée tout en m'assurant que mon poste m'attendrait, peu importe le temps que prendrait ma guérison. Mon monde, bien que secoué, était maintenu par les structures mêmes que j'avais si soigneusement construites. Damien, de son côté, mobilisa ses relations professionnelles pour assembler ce qu'il appelait mon « équipe de rêve », des spécialistes de toute la France qui consultaient sur mon cas, offrant des avis et des suggestions qu'il compilait et évaluait méticuleusement. Son dévouement était impressionnant, son expertise médicale inestimable pour naviguer dans la complexité des options de traitement. S'il semblait parfois plus mon médecin que mon mari lors de ces discussions, je l'attribuais à sa formation. C'était un homme qui résolvait des problèmes. Et j'étais maintenant le problème le plus complexe qu'il ait jamais affronté. La composante émotionnelle, me disais-je, viendrait plus tard, une fois que nous aurions un plan solide en place. La première séance de chimiothérapie eut lieu un mardi matin début novembre. L'étage d'oncologie de l'hôpital américain était conçu pour être apaisant, avec ses couleurs sourdes, ses fauteuils confortables et ses grandes fenêtres donnant sur un jardin d'inspiration japonaise. C'était un environnement conçu pour minimiser la dure réalité de ce qui se passait entre ces murs. Damien avait réservé une chambre privée, un privilège de son statut à l'hôpital. Bien que j'ai initialement résisté, préférant ne pas être mis à part, il avait insisté. « Tu apprécieras l'intimité » avait-il dit. Sa main reposant protectrice sur mon épaule alors qu'une infirmière nommée Sophie préparait la perfusion qui allait administrer les puissants médicaments dans mon corps. Alors que le liquide clair commençait à couler dans le tube, j'éprouvais un moment surréaliste de déconnexion. Je regardais une substance assez puissante pour arrêter la réplication des cellules hépatiques entrées dans ma circulation sanguine, tout en ayant l'apparence innocente d'une solution saline. C'était une guerre silencieuse et invisible qui se déroulait en moi. Sophie, une infirmière aux yeux bienveillants et à la présence calme et stable, expliqua chaque médicament au fur et à mesure qu'elle l'administrait. Son professionnalisme apaisant manquera en quelque sorte à la réalité alors que tout le reste semblait de plus en plus détaché. Professeur Mercier, la visite commence dans 20 minutes. Un jeune interne apparut à la porte, s'adressant à Damien avec une déférence évidente. Je vis le regard conflictuel sur le visage de Damien. Un rapide scintillement de ses responsabilités professionnelles luttant contre son désir de rester avec moi. Il était le chef de son service. Un mentor. Un leader. Vas-y, lui dis-je,
convoquant un sourire rassurant que je ne ressentais pas tout à fait. J'ai Sophie et mon ordinateur portable. Ça ira. Damien hésita. Son expression oscillant entre les rôles, mari, médecin, chef de service. C'était une danse complexe que je commençais à reconnaître. Je reviens dès que la visite est terminée. Promit-il, m'embrassant sur le front avant de suivre l'interne. Il ne revint pas. 3 heures plus tard, alors que Sophie débranchait la perfusion et me donnait des instructions détaillées pour gérer les effets secondaires potentiels, mon téléphone sonna avec un SMS de Damien. Chirurgie d'urgence. Adolescent avec un traumatisme crânien. Je demande à Devon de te ramener. Repose-toi. Je prends de tes nouvelles dès que je peux. Devon, l'assistant personnel de Damien, arriva rapidement. C'était un jeune homme d'une trentaine d'années dont la courtoisie efficace restait strictement professionnelle. Il m'aida à monter dans la voiture et me ramena à la maison dans un silence dont je fus reconnaissante, car les premières vagues de nausées avaient commencé à m'envahir, rendant toute conversation impossible. Le monde extérieur à la vitre de la voiture semblait basculer et tanguer. Une version déformée des rues familières des Yvelines. À la maison, je parvins à atteindre la salle de bain principale juste avant de vider violemment le contenu de mon estomac. L'intensité de la réaction me prit au dépourvu. J'avais fait des recherches approfondies sur les effets secondaires, mais la compréhension académique s'avéra une piètre préparation à la réalité physique. C'était un assaut brutal et total. Entre les quintes de vomissement, je cherchais à tâtons le médicament antinauséeux que Sophie m'avait donné, réussissant finalement à garder un comprimé assez longtemps pour qu'il procure un soulagement marginal. Les heures passèrent dans un brouillard de maladie et d'épuisement. Le sol de la salle de bain principale devint mon monde. Le marbre offrait un réconfort temporaire contre ma peau fiévreuse alors que je me déplaçais entre les toilettes et la douche, essayant de laver cette sensation collante de maladie. Finalement, je réussis à me traîner jusqu'au lit, m'effondrant sur le matelas biologique sur mesure que Damien et moi avions passé des semaines à choisir pour son équilibre parfait de soutien et de confort. L'ironie d'une telle attention portée au bien-être physique, alors que des cellules cancéreuses se multipliaient dans mon corps, ne m'échappa pas. Même à travers le brouillard des médicaments et de la nausée. Damien rentra après minuit. Je perçus sa présence dans un état semi-conscient, la façon prudente dont il se glissa dans le lit. Sa main touchant brièvement mon front pour vérifier ma fièvre. Le léger soupir alors qu'il s'installait à côté de moi sans perturber mon confort précaire. Je voulais lui poser des questions sur l'opération. Lui offrir du réconfort pour ce qui avait dû être un cas difficile pour lui. Mais mon corps refusa de coopérer, me ramenant dans un sommeil agité avant que je ne puisse formuler les mots. Le matin apporta une amélioration marginale. Je me réveillai pour trouver Damien déjà vêtu d'une blouse propre, plaçant un verre d'eau et mes médicaments du matin sur la table de chevet. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, son regard clinique m'évaluant. Comme si j'avais été heurté par un camion pharmaceutique. Réussis-je à dire ? Ma voix rauque après l'épreuve de la veille. Un éclair de sympathie traversa ses traits. Le premier traitement est souvent le plus dur. Ton corps ne sait pas encore ce qui se passe. Il vérifia sa montre. Un mouvement subtil. Mais que je ne manquais pas. J'ai demandé à une infirmière à domicile de passer te voir aujourd'hui. Rebecca sera là à 10 heures. J'ai des opérations consécutives, mais j'appellerai entre les interventions. Je hochai la tête, trop épuisé pour demander plus. Bien qu'une petite partie silencieuse de moi ait espéré qu'il pourrait ajuster son emploi du temps. Au moins pour ce premier contre-coup brutal. Il doit sauver des vies. Me dis-je. Ma situation est gérée. Va sauver des vies. Dis-je, esquissant un faible sourire. Ça ira. Rebecca.
L'infirmière à domicile s'avéra être une bénédiction. C'était une infirmière en oncologie expérimentée avec des mains douces et une attitude pragmatique qui rendait en quelque sorte les aspects humiliants des soins contre le cancer plus supportables. Sous sa direction, je réussis à prendre une douche, à enfiler un pyjama propre et à migrer vers le canapé du salon, où la vue des arbres nus se balançant contre un ciel gris de novembre offrait une distraction hypnotique à la nausée persistante. Comme promis, Damien appela entre les opérations. Sa voix était pressée, parcourant rapidement des questions sur mes symptômes et le respect de mon traitement avant d'être inévitablement appelé pour sa prochaine procédure. Je me surpris à étudier la durée de l'appel par la suite, 3 minutes et 27 secondes. C'était un bilan efficace. Une consultation médicale. Le schéma établi ce premier jour de traitement se poursuivit en novembre et en décembre. Ma vie se réduisit au rythme de la chimiothérapie. Des effets secondaires et de brèves et fragiles récupérations avant le début du cycle suivant. Damien maintint son programme chirurgical complet, n'assistant à mes traitements que lorsqu'il n'entrait pas en conflit avec ses engagements au bloc opératoire. Ce qui s'avéra-t-il correspondait à environ une séance sur 3. Votre mari est très dévoué à ses patients ? Remarqua Sophie lors de mon 4e traitement. Son ton soigneusement neutre alors qu'elle ajustait ma perfusion. Elle était passée maître dans l'art du détachement professionnel. Mais je pouvais lire entre les lignes. Il est le meilleur dans son domaine ? Répondis-je automatiquement. La réponse rodée par des années de galas de charité et de collecte de fonds pour l'hôpital. C'était la réponse standard de l'épouse fière. Les yeux de Sophie croisèrent les miens pendant un bref instant révélateur. Quelque chose de non dit passa entre nous. Une étincelle de compréhension féminine. Avant qu'elle ne hoche la tête et dise « Vous avez l'air plus forte aujourd'hui ». La gestion de la nausée semble mieux fonctionner. Son observation était exacte. Bien que toujours débilitant, les traitements étaient devenus un peu plus prévisibles. Je développais des stratégies d'adaptation, apprenant le rythme du poison. Mon corps, toujours réceptif à la discipline et à la détermination, semblait s'adapter à l'assaut chimique avec la même résilience que j'avais appliquée à l'entraînement pour un marathon dans ma trentaine. Le cancer, cependant, se montra moins coopératif. Mi-décembre, un scanner de contrôle montra une réduction minimale de la tumeur primitive et, plus inquiétant encore, une croissance de plusieurs lésions satellites. Nous devons ajuster le protocole, expliqua le professeur Bernard lors d'une consultation. Cette fois, Damien y assista virtuellement, se joignant par visioconférence depuis un symposium médical à Chicago. Son visage, projeté sur une tablette, semblait sérieux et concentré. J'aimerais ajouter une thérapie ciblée en plus d'une combinaison de chimiothérapie plus agressive, dit le professeur Bernard. Je hochai la tête, absorbant le revers avec un calme apparent tout en recalculant intérieurement mes chances de survie. Le chiffre de 30% semblait plus menaçant que jamais. Quels sont les effets secondaires supplémentaires ? Significatifs, admit le professeur Bernard. La fatigue augmentera probablement de manière substantielle. La perte de cheveux est pratiquement certaine avec cette combinaison. Nous devrons surveiller plus fréquemment votre fonction hépatique et rénale. Et il y a un risque accru de neuropathie. Sur l'écran de ma tablette, l'expression de Damien resta professionnellement composée alors qu'il posait des questions détaillées sur les dosages et le calendrier. Seul quelqu'un qui avait partagé son lit pendant 15 ans reconnaîtrait la légère crispation autour de ses yeux qui signalait un stress interne. Je devrais être là pour ça, dit-il lorsque la consultation se termina, sa voix portant clairement à travers le haut-parleur de la tablette. Je peux prendre un vol de retour ce soir. Ne sois pas ridicule, répliquai-je, retombant dans notre schéma familier de soutien professionnel mutuel. C'était ce que nous faisions.
Ce que nous avions toujours fait. Le symposium est important. Je ne commence pas le nouveau protocole avant la semaine prochaine? De toute façon. Il sembla accepter cela avec une promptitude suspecte. Si tu es sûr. Étudiant mon reflet avec un détachement clinique. 5 semaines de traitement m'avaient déjà transformé. Mon visage était émacié. Ma peau jaunâtre malgré une hydratation méticuleuse et le régime de soins coûteux que je maintenais même pendant les pires jours. Mon corps. Autrefois tonique grâce aux pilates réguliers et à une nutrition soigneusement. Le cancer redistribuait mon moi physique en quelque chose de plus en plus inconnu. D'une main ferme, je saisis les ciseaux professionnels que j'avais achetés en prévision de ce moment. Si la perte de cheveux était inévitable avec le nouveau protocole,